C'est bon. Ok, bonsoir à tous et à toutes. On a une paracha très particulière cette semaine qui, disons, d'une certaine manière, on peut appeler ça la paracha de Mashiach. Parce qu'on a des prophéties les plus ouvertes, les plus révélées qu'on a dans la Torah sur Mashiach. Alors, bien sûr, Mashiach, le Rambam nous dit que Mashiach, on trouve dans plusieurs endroits dans la Torah, dans les Nevi'im, c'est rempli de prophéties sur Mashiach. Mais en particulier, il y a des prophéties qui sont, et le Rambam le ramène, dans les nouveaux de Balak et de Bilam. On a les prophéties qui parlent de Mashiach, donc des prophéties de Bilam, ce que Bilam a dit sur l'avenir du Mashiach. Parmi les prophéties, il y a un passage qui nous dit V'kaka kol bnei Shet. V'kaka kol bnei Shet, il y a deux interprétations qui sont données sur ce passage. Alors, kol bnei Shet, ça veut dire toute l'humanité. Adam a eu trois enfants, on le sait, il y a eu Caïn et Hevel. Donc, Hevel a été tué avant même d'avoir pu avoir des enfants. Caïn a survécu, mais sa descendance, en tout cas sa descendance directe au niveau garçon, a été éliminée au moment du Maboul. Et le monde d'humanité a été recréé à partir de Shet, troisième garçon. Troisième garçon qui est né après 130 ans de Adam, quand Adam avait 130 ans. Donc pendant 130 ans, Adam n'a pas eu d'enfant, Adam et Chava. Et à l'âge de 130 ans, Adam et Chava ont eu ensemble un garçon qu'on appelle Shet. Et Noach descend de lui. Ce qui fait que l'humanité descend de Shet. D'une certaine manière, l'humanité descend aussi de Caïn, puisque Naama, la femme de Noach, était une descendante de Caïn. Et en général, Kol Ben Shet, on appelle ça, c'est une référence à l'humanité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Kaka, Kol Ben- Il y a deux explications de ce que ce mot veut dire Kaka. Une des explications, qui est donnée par le Targum Onkelos, c'est que Hachem et Mashiach va gouverner l'humanité. Tous les enfants de Shet, c'est-à-dire comme nous on parle souvent de Bnei Noach, mais c'est la même chose, parce que Noach est un descendant de Shet. Euh, donc, toute l'humanité, tous les descendants de Noach, de Shet, vont être dominés, contrôlés, gouvernés par Hachem, par Mashiach. Ça, c'est une interprétation et qui est, je vais dire classique dans le sens où ça correspond à l'image qu'on a souvent de la Géoula. Mais il y a une autre interprétation qui vient du Even Ezra. Et le Even Ezra, le kaka, ça veut dire il va écraser. Il va écraser Kol Bneshet. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mashiach, toute l'humanité sera plus ou moins éliminée. Et ça, nous dit le Rabbi, on a besoin de comprendre exactement ce que ça veut dire. Alors, il y a une source, le Even Ezra a une source sur un autre pasouk qui dit plus ou moins la même chose. Il y a un autre passage qui nous dit qu'à l'époque de Mashiach, les deux humanités vont disparaître. Et le tiers qui va rester, ce sera le Bnei Israël. Et sur ce concept, donc le Even Ezra a de quoi se baser, bien sûr. Mais ce que la Bible va essayer de comprendre, et c'est toute une ashkafa par rapport à l'avenir du Mashiach, par rapport à la Géoula, etc., c'est comment est-ce qu'on peut accepter cette idée-là, que l'humanité va disparaître, alors que c'est contraire à deux choses. Premièrement, c'est contraire à tout un tas de sources qu'on a. Le Rambam, et même avant le Rambam par le niveau de l'Halakha, mais dans les Nevi'im, Ishayahu, que l'humanité va rejoindre le peuple juif dans la connaissance de Mashiach et la reconnaissance d'Hachem. Okay? On dit que dans l'année de Shabbat, par exemple, le Takenor la B'mar Choshen Dalet, Yakio Viedo Kol Ba'olam, que le monde entier va reconnaître l'avenue d'Hachem. Donc, et ça vient de prophéties. Donc, il y a tout un tas de choses qu'on a. Je vais mentionner Aleinu parce que c'est une fila qu'on dit tous les jours. Mais le concept est quelque chose qu'on trouve partout, que tous les goïms vont, l'avdo b'shechem echad, que l'humanité entière va pouvoir servir Hachem de manière unie et unifiée. Tout le monde va reconnaître la grandeur d'Hachem, la gloire d'Hachem, le, mais je vais lire, on va lire ensemble Aleinu parce que c'est une fila qui est parfaite pour ça, je pense. Et, et qui nous dit la même chose.
ce concept-là. Euh, on dit dans la deuxième partie, que toute l'humanité, toute chair, va appeler ton nom. Même les Réchaïm vont se retourner vers toi. L'humanité entière, tous ceux qui habitent sur la planète Terre, ils vont reconnaître, ils vont connaître. Tout genou va se prosterner devant toi. Chaque langue va jurer en ton nom. Devant toi, Hachem, tout le monde va se prosterner. Ils vont donner honneur à ton nom. Tout le monde va accepter le jour de ta royauté. Régner sur eux très rapidement à éternité. Okay. Donc, c'est quelques mots-là pour que comment est-ce qu'on peut dire que comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y aura plus de goïms? Les goïms vont disparaître, etc. Donc ça, c'est une question, une direction, euh, ou une question, si on peut dire, par rapport à ça, par rapport à ce que le rabbi demande. Une autre question, qui n'est pas nécessairement une question qui va être basée sur les sources et les contradictions de sources, mais c'est une question de dire comment c'est possible qu'Hachem, qui est Teva, Tov, Le'etiv, Hachem est la bonté même, va détruire 2 tiers de l'humanité, ou va détruire tous les goïms. C'est pas quelque chose qui a du sens. C'est impossible de dire une chose pareille, qu'Hachem va détruire l'humanité. Alors, effectivement, il y a eu des moments où il y a eu des massacres en masse, on peut dire, sur le Maboul, par exemple. Mais là, il y avait des raisons. C'était une humanité qui était complètement corrompue, qui était, je veux dire, pourrie à la source, à la racine. Et donc, il fallait nettoyer tout ça, il fallait recommencer à zéro. Mais juste parce que Mashiach est venu, juste parce qu'il y a la Géoula, il faut se débarrasser de tout le monde, ça n'a aucun sens. Donc, en fait, dans d'autres mots, la question va se poser qui est, quel est le rôle des Goïms à l'époque de Mashiach? Ou quelle est la place des Goïms avant même la venue du Mashiach dans le processus de la Géoula? Puisque c'est de ça qu'il s'agit en fait, puisqu'on parle de l'avenue de Mashiach, c'est est-ce que les Goïms vont avoir leur place dans l'avenue dans la Géoula, dans l'époque de Mashiach, en faisant venir Mashiach? Quelle est la place des Goïms dans tout ça? Alors, le, une chose qui est évidente, et j'ai ramené la Tfila d'Aleinu, mais on peut regarder dans les sources, le Rambam nous parle souvent pas souvent dans le Chot Mashiach, le Rambam nous parle de des Sheva Mezot des Noirs. Et il nous dit que donc il faut enseigner Sheva Mezot des Noirs, et que quand on enseigne Sheva Mezot des Noirs, on prépare le monde à la vie du Mashiach, et on prépare les Goïms à l'époque d'après. Donc, et ça c'est un point important. Ce qui veut dire plusieurs choses. Premièrement, et ce que le Rabbi nous explique, c'est que on est tous bien d'accord qu'à l'époque de Mashiach, il y aura des Goïms. Pour les 2 raisons qu'on a mentionnées. D'abord, ça n'a aucun sens de dire qu'Hachem va détruire l'humanité, premièrement. Deuxièmement, on a tellement de sources et de psukim au niveau de la Lachat qui nous parlent de la présence des Goïms à l'époque de Mashiach, on est obligé de dire qu'il y a des Goïms. Okay? On peut trouver, je parlais du Rambam, mais on peut lire ça dans le texte. Le texte même de l'époque de Mashiach, où on voit clairement ces choses-là. Donc, je cherchais le texte même du Rambam pour qu'on puisse lire ça dans le texte, où le Rambam nous parle de ce genre de choses, okay? De ce qui va se passer à l'époque de Mashiach. Donc, je vais partager mon écran. Un instant, un instant, un instant, un instant. OK. On est donc dans le Rambam. Le Rambam nous dit la chose suivante. Ne pense pas qu'à l'époque de Mashiach, le monde va changer, va être battel. La manière dont le monde fonctionne va changer. Il y a un changement dans la création. Et le monde continue. Maintenant, quand c'est marqué dans Yeshayahu que le loup et l'agneau vont habiter ensemble, Mashal v'chdes c'est un mashal. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les juifs et les non-juifs vont pouvoir habiter ensemble. Et les non-juifs, on les compare ça à des loups ou des tigres qui attaquent, et
à l'époque, on sera bien avec les goyim. Mais tout le monde va revenir à la vraie vérité, la vraie loi. Ils n'ont ni volé, ni détruit, etc. Et là, ils vont manger des choses qui sont motards et ils vont vivre en paix à l'époque de Mashiach. Okay. Donc, on a ce concept, alors on dit qu'à l'époque de Mashiach, il y aura des goyim avec lesquels on va cohabiter, qui existaient. On a un Midrash qui nous dit, même le Ramen, un Midrash qui nous dit que à l'époque pas de Ramen dans Meshator, dans d'autres Sfarim, qu'à l'époque de Mashiach, chaque personne aura 2000, combien c'est 400 esclaves par tzitzit, donc 1600 esclaves, des non-juifs, et que les rois vont être ceux qui vont nous servir et qui vont s'occuper de nos enfants, etc. Donc on a tout ça, clairement il y a tout ça. Donc clairement il y aura des goyim, il y a pas de question à ce niveau-là. On a ramené au niveau de l'halakha et on a ramené les psukim ou les concepts qui nous disent qu'il y aura des goyim. La question encore une fois c'est quel sera quel est leur rôle et quelle sera leur participation, leur part à l'époque de la Géoula, à l'époque de Mashiach. Et ça, c'est quelque chose qui est important, qu'on a besoin de mentionner. Donc, euh, on, pour revenir à ce concept-là, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la Géoula et qu'est-ce qui va se passer au moment de la Géoula. La Géoula, c'est la révélation d'Hachem sur terre. Mais c'est plus que la révélation d'Hachem, c'est sur terre, dans le sens où c'est pas qu'il y aura le monde et que le monde verra, recevra une révélation d'Hachem. Ça va beaucoup plus loin que ça. La Géoula, ça veut dire que le but de la création même va être révélé à l'époque de Mashiach. Et le but de la création, c'est quoi? Le but de la création, c'est le peuple juif. On le sait depuis Bereshit. Bereshit, ba Elokim et Hashemayim et Haaretz. Au commencement, Hashem a créé le ciel et la terre. Bereshit, c'est quoi? C'est Bereshit. Bet Reshit, deux raisons. Hashem a créé le monde pour deux raisons. C'est quoi les deux raisons? La Torah et le peuple juif. Bet Reshit, le Midrash nous dit, pour Israël et pour la Torah. D'ailleurs, Tana de Beliaou va encore plus loin. Il nous dit que non seulement c'est pour ces deux raisons, mais en fait, il y a une raison principale qui est le peuple juif. Tana de Beliaou nous dit, il y a deux raisons, Bet Reshit, En Yoda Ezemehem Kodem. Je ne sais pas laquelle des deux vient en premier. Est-ce que c'est le peuple juif ou est-ce que c'est la Torah? Et nous répond Eliyahu Hanavi, mais c'est très simple. La Torah nous parle déjà du peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a déjà le peuple juif avant même la Torah. Donc, quelle est la première raison, la raison la plus essentielle de l'avenue de Mashiach, la Géoula? C'est le peuple juif. Pour que le peuple juif fasse la Torah, etc. Ce qui veut dire que le monde entier, tout ce qu'on a dans le monde entier, est pour le but du peuple juif et pour le but de la Torah. On verra ça au moment de la Géoula. Mais ce point-là est important pour comprendre ce que les Even Ezra, les autres commentaires, etc., ce concept-là qui nous dit qu'à l'époque de Mashiach, les goïms seront éliminés. Ça veut dire quoi que les goïms seront éliminés? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de, ça veut du mot en yiddish, de goïshkat, on peut dire. Il n'y aura plus, le concept de goïm en tant que tel va disparaître. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que ça veut dire. Il y aura toujours les goïms. Les personnes, les individus seront toujours là. Mais leur rôle va changer. Leur existence, leur raison d'être va changer. Pourquoi? Parce qu'il y aura maintenant la Géoula. Ce qui veut dire qu'on va comprendre maintenant, le monde entier, l'humanité entière, va comprendre maintenant que le but de toute la création, c'est le peuple juif. Et maintenant qu'une fois qu'un non-juif aura compris ça, il aura compris sa place dans cet univers-là, qu'il est là en tant que soutien pour le peuple juif. Donc quand il y a un débat,
est-ce que les non-juifs auront la place à l'époque de Mashiach? Parce que les non-juifs n'auront pas la place à l'époque de Mashiach. En fait, le débat, c'est quoi? C'est étant donné que la raison pour laquelle Hachem écrit le monde, c'est pour le peuple juif. Donc tout ce qui se passe, c'est pour le peuple juif. À l'époque de la Géoula, les non-juifs vont reconnaître qu'en fait, qu'ils ne sont là que secondaires par rapport au peuple juif. Al-Derer, pour donner un exemple, qui est comme un esclave, un Eved. Un Eved n'a pas d'identité, n'a pas d'existence. Et on le dit par exemple au niveau de l'halakha, Ma shekana Eved kana rabo. Quand un serviteur acquiert quelque chose, automatiquement, ça appartient à son maître. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'identité. Légalement, il n'a aucun statut. Son statut, c'est le statut de son maître. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas en tant que personne, c'est un être humain qu'on doit traiter en tant qu'être humain, avec respect, avec dignité, et il y a certaines lois qui sont liées, comme on traite un esclave, etc. Mais il n'a pas de statut indépendant que celui de son maître. Eh bien, ce sera la même chose d'après le Vénézra, qu'on dit que les goïms vont disparaître. Ça ne veut pas dire nécessairement que les goïms vont disparaître, mais en tant qu'existence séparée, individuelle d'un juif, les goïms vont disparaître. Et ça, c'est ce message-là. Il n'y aura plus, et d'une certaine manière, on pourrait même le dire par rapport au mot du Rambam, mais on va voir que ça va encore plus loin après, que dans cette vision des choses, il n'y aura rien qui va s'opposer à la révélation d'Hachem. Puisque, qu'est-ce qui se passe de nos jours? Quand on est en galoute, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place pour nous empêcher, ou pour rendre les choses difficiles, pour faire en sorte que notre révélation d'Hachem soit difficile. Il y a tout un tas de choses. Pourquoi? Parce qu'Hachem n'est pas révélé. Donc, on a une certaine vision du monde qui est, bon, j'ai le choix. D'un côté, j'ai Hachem, de l'autre côté, je suis fatigué, je veux rester un peu au lit, ou bien je suis revenu du travail, c'est difficile d'aller faire Mincha, quelle que soit la réponse. Pendant l'époque de la Galoute, nous avons, nous, besoin de faire des efforts pour arriver à dépasser les problèmes qu'on a dans notre vie. Parmi les problèmes qu'on a dans notre vie, parmi les choses qui bloquent notre Avodat Hachem, c'est le fait qu'il y a malheureusement des goïms. Appelons ça de l'antisémitisme, appelons ça tout ce qu'on peut appeler de toute manière différente. Mais il y a des goïms qui sont comment dire, qui bloquent notre Avodat Hashem. Alors les gens, je ne sais pas, disons, des fois les gens ont peur de porter la kippa, les gens ont peur de se montrer qu'ils sont juifs, de mettre les tefillin. Quelle que soit la situation, il peut y avoir tout un tas de choses où notre Avodat Hashem a bloqué. Arrive l'époque de Mashiach. Alors, il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place. Le Rambam nous dit à l'époque de Mashiach, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de concurrence. Et pourquoi? Parce qu'il y aura tellement d'argent que personne ne va se battre pour l'argent. Et on n'aura pas besoin de se battre avec le monde, si on peut dire, pour gagner sa vie. Il y aura tellement par ça, on n'aura pas besoin d'aller travailler, on aura tous de quoi vivre, on sera tous au collège, si on peut dire, rentier, sans avoir aucun souci de tout ce genre de problème. On sera bon. Entre autres, il n'y aura pas d'antisémitisme. Ça fait partie des choses de la Géoula où on n'aura pas besoin de souffrir l'antisémitisme. Pourquoi? Parce que les Goïms seront alignés avec la volonté d'Hachem. Mais ça fait partie des révélations, si on peut dire, pour nous, pour le peuple juif. Ce que le peuple juif va gagner, c'est que il n'y aura plus d'antisémitisme et il n'y aura plus de personnes qui vont dire oui, vos croyances en Hachem, etc. Tout ça, ça va s'arrêter. Et ça, ce sera le rôle des Goïms. Donc les Goïms n'ont pas un rôle à jouer dans la Géoula. Les Goïms en tant que tels, ce qui va se passer, c'est que le rôle négatif, le rôle où ils bloquent les roues, si on peut dire, le rôle de Klippa ou de quelle que soit la manière, le monde dont on va se servir, ça va s'arrêter et ils vont être au contraire là en tant que soutien du peuple juif. Ça fait penser à une histoire, pas reliée au Goïm, mais pas reliée à cette idée de confusion qu'on a dans le monde, des fois dans la vie, etc. Il y avait un monsieur qui était un professeur à la NASA, professeur à l'université, dans le Minnesota, dans l'État du Minnesota, et il travaillait aussi avec la NASA. C'était quelqu'un qui était dans la microbiologie. Et quand la NASA avait commencé à envoyer des missions vers Mars dans les années 70, il avait engagé parce que lui, c'était un spécialiste de ça, des microbes. Il y a des bactéries, des microbes, et donc ils l'ont pris avec eux pour qu'ils travaillent avec eux sur les missions sur Mars, pour savoir si on va trouver la vie, des microbes,
des bactéries, etc. C'est quelqu'un qui n'était pas au début religieux et qui est devenu proche de Chabad, proche du judaïsme, par l'intermédiaire du Rav Moshe Fela, qui était le shaliach là-bas dans le Minnesota. Comment ils se sont rencontrés, c'est une histoire intéressante. Juste un point, qui est que le Rav Feller avait compris que ce monsieur, professeur Green, Melville Green, était quelqu'un qui était une charnière importante de la communauté juive dans le Minnesota. Et il avait compris que si j'arrive à avoir un rendez-vous avec ce monsieur-là, le reste de mon installation et de mon travail avec la communauté juive sera beaucoup plus facile parce que c'est quelqu'un qui a vraiment accès à tout le monde, etc. C'est un des piliers de la communauté juive, donc il faut que que j'ai un contact avec lui. Ce n'était pas quelqu'un de religieux, mais c'était quelqu'un qui était en contact avec tout le monde, etc. Donc pendant des mois et des mois et des mois, il s'est battu pour avoir un rendez-vous avec ce monsieur. Finalement, il arrive à avoir un quart d'heure. Professeur Green, docteur Green, lui dit, regarde, monsieur le rabbin, voilà, entre telle et telle heure, vous pouvez avoir un rendez-vous, j'ai un quart d'heure de libre, vous pouvez venir. Il arrive, et au milieu du rendez-vous, du quart d'heure qu'il a, le professeur Green reçoit un coup de téléphone. Il est au téléphone. Le Rav Feller se rend compte qu'il va il va faire nuit bientôt, et qu'il faut absolument qu'il fasse mincha. Et s'il continue, il attend le coup de fil, etc., il va rater l'heure de mincha. Donc pendant que le professeur Green était au téléphone, il s'est levé, il a mis son cartel, et il a commencé à faire mincha. Ça lui a pris le temps que ça lui a pris. Entre-temps, le téléprofesseur finit son coup de fil, et c'est lui qui maintenant attend le Rav Feller. Et le Rav Feller fait mincha. Il finit mincha. Le professeur Green dit, monsieur le rabbin, vous êtes complètement taré. Mais vous êtes frappé de la tête. Et ça fait des mois que vous attendez. Vous savez que j'ai avec moi, je vous ai donné un quart d'heure. Le temps que vous avez fait mincha, le quart d'heure est fini. Moi, je vous ai attendu, le quart d'heure est fini. Mais vous n'avez aucun sens de ce que vous faites. C'est un fanatique, rabbin fanatique, et ce que vous faites n'a aucun sens. Vous voulez avoir un rendez-vous avec moi. Je vous donne le rendez-vous, et au lieu de profiter de ce temps-là, vous vous occupez de faire autre chose entre-temps. Ça n'a aucun sens. Vous n'êtes pas un type normal, et ça ne m'intéresse pas de travailler avec quelqu'un qui est comme ça. Au revoir. Bon. Professeur, le Rav le fait là, dit, ok, je comprends. Et vous savez, c'était l'heure de Mincha, etc. Il n'y a pas de choix, mais je comprends. Au revoir. Merci de m'avoir accordé le temps. Quelques jours plus tard, le professeur Green, cette fois-ci, c'est lui qui appelle le Rav Feller. Il a dit, je voudrais vous rencontrer. Venez chez moi un soir, tel et tel jour, ils ont pris rendez-vous. Bon. Le Rav Feller est un peu surpris parce que bon, ça s'est mal fini la dernière fois. Et il va le voir chez lui, et le professeur Green est là-bas avec sa femme. Il dit, monsieur le rabbin, je vais vous dire quelque chose. Je pense que vous êtes complètement fou. Mais quand je suis, et tellement, à tel point je le pense, quand je suis revenu chez moi à la fin de la journée, j'ai raconté à ma femme cette histoire, ce rabbin complètement fou, qui vient me voir, alors que j'ai un rendez-vous et que je suis extrêmement occupé, etc. Ça fait des mois qu'il attend ce rendez-vous, et pendant ce rendez-vous-là, il se met à faire mincha. Et il dit, ma femme, quand on a entendu cette histoire, elle m'a dit, mais Velvel, tu te rends compte? C'est quelqu'un qui a des principes. Et c'est quelqu'un que même si ça fait des mois qu'il attend un rendez-vous, que pour lui c'est important, il y a des choses qui sont encore plus importantes que ça. Sa relation avec Hachem, c'est encore plus important que le rendez-vous qu'il avait avec toi. Ça, c'est quelqu'un que je voudrais rencontrer. Ça, c'est un type bien, un type qui a des principes, un type qu'on peut respecter, à qui on peut donner de l'honneur. Je veux le rencontrer. Il dit voilà, vous êtes là. On a un rendez-vous maintenant, etc. Bon, au bout du compte, les liens sont rapprochés, etc. Et c'est devenu quelqu'un qui lui est devenu Chabad, part entière. L'histoire que je voulais raconter, c'est l'histoire suivante. C'était, donc je dis qu'il habitait dans le Minnesota, à Saint-Paul, la ville où il habitait, et pendant une certaine période, il voyageait souvent à Chicago pour donner des conférences, pour travailler, etc. Et un de ces jours-là, il voyage à Chicago, il a été occupé toute la journée, il n'a pas eu le temps de manger, et il se retrouve à l'aéroport le soir, alors qu'il n'a rien mangé toute la journée, et il attend l'avion.
et il a très faim. Il n'a rien mangé toute la journée, il a extrêmement faim. Et il y a à l'aéroport des stands de hot dog, bien sûr pas cachés. Mais lui, c'était au début de sa tchouva, au début, il dit, venait à peine d'avoir commencé à décider de pas de manger cachère, et il est mort de faim. Et il a commencé un débat interne, je mange pas, je mange pas, je mange pas. Bon, tous les calculs qu'on pourrait se faire, pourquoi avant Hachem va se pardonner? Est-ce que Hachem pense vraiment que c'est important d'avoir un hot dog? Ou bien juste une fois, après je ferai attention, toutes les raisons, toutes les excuses auxquelles on pourrait donner, etc. Au bout du compte, il a dit non, j'ai pris la décision de manger cachère, je mange cachère. C'est tout. Et donc, il a pas mangé, même s'il avait très faim, il n'a pas mangé ce hot dog-là. Quelques temps plus tard, il a raconté ça à son chaliach, le Rav Feller, ce qui s'est passé. Le Rav Feller a écrit au Rabbi. Et le Rabbi répond au professeur V. Et pas dans ces mots-là nécessairement, mais c'était le message, c'est que ce jour-là, où il a mis de côté le hot dog pour Savodat Hashem, c'est le jour où il a commencé à servir Hashem. Parce qu'un hot dog, on sait ce que ça fait. On sait quand on a faim, ça remplit l'estomac, ça nous nourrit, etc. Hashem, c'est un concept, on va savoir. Mais à partir du moment où on prend des décisions où Hashem va contrebalancer, va prendre le devant même, par rapport à quelque chose de matériel, c'est qu'on est vraiment dans le chemin d'Avodat Hashem. Donc là, c'est pour l'instant, dans la galoute, on a ça. On a ces hot dogs ici et là qui nous apparaissent en disant mange-moi, etc. Et nous, on a besoin de rester concentrés sur le travail d'achat. Et encore une fois, parmi toutes ces distractions qu'on a dans le monde, il y a l'antisémitisme, il y a les problèmes d'argent, etc. Mais pour notre discussion, c'est les problèmes avec les non-juifs. À l'époque de Mashiach, ces problèmes vont être éliminés. Et au contraire, ils vont nous aider, ils vont travailler pour nous, ils vont nous aider, etc. Ce qui fait qu'ils seront là pour assister le peuple juif dans leur expérience de la Géoula. Donc, quoi qu'il arrive, dit le Rabbi, c'est sûr ils vont participer à la Géoula, mais quand les Vénézra et l'autre source nous disent qu'il n'y aura plus de Goïm, que les 2 tiers de l'humanité vont disparaître, ça veut dire quoi qu'ils vont disparaître? Comme existence indépendante d'un non-juif tel qu'on connaît d'une certaine manière, qui est quelqu'un qui va s'opposer au judaïsme, qui va s'opposer à la Torah, qui va s'opposer à Hachem et qui va créer des problèmes aux juifs. Tout ça, ça va disparaître. Mais en fait, nous dit le Rabbi, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est pas juste qu'ils vont perdre leur identité en tant qu'antisémites, si on peut dire, en tant que goïm, mais ils vont, au contraire, ils vont s'attacher au peuple juif. C'est que leur résistance fait partie aussi de la Géoula. Pourquoi? Parce que comme la Géoula, c'est quoi? La Géoula, c'est la révélation. Quand on parle de Géoula, Ametit Vashlema, on va se poser sur ces deux mots-là. Quel bracha que l'Arabie donnait toujours, quel bracha qu'on trouve dans les Sfarim. La Géoula Shlema, la Géoula de l'époque de Mashiach, à l'opposé d'autres Géoula, ce sera une Géoula qui sera Ametit Vashlema, vraie et complète. Et ces deux mots-là sont importants. Parce que des Géoula, on en a eu déjà. On a eu la Géoula, on est sorti d'Égypte. Il y a eu une Géoula. Mais elle a duré ce que ça durait. Et à la sortie, après la destruction du premier Beth Amikdash, on est reparti en galoute. On dit dans les keynotes de Tisha B'Av, il y a une des keynotes qui parle, qui compare, on dit Betzetem Mitzrayim et Betzetem Yerushalayim. Quand on est sorti d'Égypte, quand on est sorti de Jérusalem. Parce qu'il y a une galoute qui a eu après. On a eu un Beth Amikdash, le premier. Malheureusement, on l'a perdu. On a eu un deuxième Beth Amikdash. Malheureusement, on l'a perdu. Donc, des Géoula, on en a déjà eu. Il y a eu la Géoula après l'exil de Bavel. Quand on est revenu, il y a eu une Géoula. Et on a eu encore un Beth Amikdash. Mais c'était ni Amétit Veshlema dans le sens où quoi? Amétit, ça veut dire vrai. Vrai, c'est quelque chose qui est absolu. Absolu. Et ça va avec Shlema. Par complet. Parfait. Ça veut dire quoi absolu? Il y a plusieurs degrés de vérité. Mais la vraie vérité, c'est quelque chose qui est absolu. Par exemple, je peux dire aujourd'hui, on est dimanche, Chet Tammuz. C'est vrai, c'est pas un mensonge. Mais est-ce que je peux dire ça demain encore? Demain, je ne pourrais pas dire on est dimanche Chet Tammuz, parce que demain, on sera lundi Tet Tammuz. Donc, la vérité d'aujourd'hui, qu'aujourd'hui on est le Chet Tammuz, ce n'est pas une vérité absolue, dans le sens, ce n'est pas quelque chose que je pourrais redire demain, et ce sera vrai, ça va changer. Et c'est vrai pour tout un tas de choses. Je dis, il y a du soleil. Oui, il y a du soleil, parce que si ce soir, quand il fera nuit, je ne pourrais pas dire ça. Demain, s'il pleut, je ne pourrais pas dire ça. Donc il y a certaines choses qui sont peut-être vraies, mais elles ne sont pas absolues. Elles sont vraies pendant un certain moment. On peut élaborer, mais je pense que le concept est assez clair. Pour que ce soit vrai, il faut que ce soit absolu. Ça, c'est la vraie vérité, quelque chose qui est absolu, qui ne changera jamais.
La vraie vérité, quand on parle de la Géoula Métite, c'est-à-dire qu'il sera une Géoula qui ne va jamais changer. C'est-à-dire, on dira aujourd'hui c'est la Géoula, Mashiach est là, c'est la Géoula, demain ce sera la Géoula, dans 500 ans ce sera la Géoula, dans 1000 ans ce sera la Géoula, il n'y aura plus de galoute après. Parce que s'il y a une Géoula qui va être ensuite éliminée, réduite, changée, contredite par une autre galoute, Ras Shalom, elle n'est pas émétite, ce n'est pas une vraie Géoula. La Géoula de Misraïm, oui, c'était une Géoula, mais elle n'était pas vraie dans le sens où elle était absolue. Elle était vraie pendant un certain temps. Puis après, ça s'est arrêté. Cette Géoula a été arrêtée par une galoute. Donc, la vraie Géoula, ce sera une Géoula qui sera mythite, vraie. Pour pousser un peu le concept, la vraie vérité, la seule chose qui est vraiment vraie, c'est Hachem. Parce que toute chose est relative. Par exemple, on dit que le monde a été créé, le monde est vrai. Oui, le monde a été vrai, est vrai. Mais est-ce qu'on aurait pu dire cette même phrase, le monde est vrai, il y a 5787 ans? Il n'y avait pas de monde. Donc oui, la planète Terre existe. Et c'est vrai pendant des milliers d'années. Mais ça n'a pas toujours été vrai, ça ne sera pas nécessairement toujours vrai. Donc, ce n'est pas des choses qui sont vraies, même si c'est vrai pendant longtemps. Ce n'est pas vrai. La seule chose qui est vraiment vraie, c'est Hachem. Parce qu'Hachem a toujours existé, existera toujours. Le reste, c'est des créations. Tzimtzum, avant le Tzimtzum, après le Tzimtzum, ça, ce sont des choses qui sont relatives. La Géoula Métite, c'est une Géoula qui sera vraie parce que Hachem sera révélé à 100%. Et ce sera Shalem, complet. Pourquoi? À l'opposé, par exemple, de la sortie d'Égypte, où il n'y a qu'un cinquième des gens qui sont sortis, à l'époque de Mashiach, tout le monde, absolument tout le monde, va bénéficier de cette Géoula. La Géoula, elle sera pour tout le monde. Elle sera universelle et pour tout le monde. Géoula Métite Vachlem. Revenons à Nogoïm. Revenons au statut des non-juifs. S'il y a quelque part dans le monde un être humain qui ne va pas croire nécessairement à Hachem, ou bien qui n'aura pas fait l'expérience de sa Géoula personnelle. Oui, il sera là pour aider le peuple juif. Un non-juif, plus d'antisémitisme, il reconnaît que le peuple juif est le peuple élu, et donc il va aider le peuple juif, mais profondément, ça n'a rien changé. Sa Géoula n'est pas une Géoula personnelle. C'est la Géoula du peuple juif. Et moi, en tant qu'habitant sur la planète Terre, le peuple juif va entrer en Israël, le peuple juif va faire ses choses, et nous, on va participer. Si il y a un être humain qui n'aura pas participé, qui n'aura pas bénéficié de la Géoula ne sera pas ni amétite ni shlema. Pour que la Géoula soit amétite, enfin shlema, il faut que absolument chaque élément, chaque molécule de l'univers puisse bénéficier et va être transformé, impacté par la Géoula. Encore plus que ça. On nous dit dans les prophéties, Az yiranenu kol haaretz. Les arbres vont se réjouir. Shaya nous dit, Even mikir tizak. Les pierres vont parler. On a dans Hayom Yom qu'à l'époque de Mashiach, le sol sur lequel on va marcher va commenter. Les murs qui ont vu notre vie pendant l'époque de la galoute vont parler, vont raconter un peu ce qu'ils ont vu. Même la matière physique qui est sans vie, les murs, les pierres, vont parler, vont bénéficier de la Géoula. Les plantes vont bénéficier de la Géoula. Les arbres dans la forêt vont se réjouir parce qu'eux aussi seront libérés. Eux aussi vont vivre leur expérience, leur relation avec Hachem d'une manière différente. À plus forte raison, les êtres humains, les non-juifs, qui eux aussi vont bénéficier de la Géoula. Donc la Géoula, ce n'est pas juste que le peuple juif va bénéficier de la Géoula. Le peuple juif va se dire, ok, maintenant on est Baruch Hashem, on est rentré chez nous. Baruch Hashem, il n'y a plus d'antisémitisme dans le monde. Baruch Hashem, on n'a plus besoin de se casser la tête pour la parnassa. Et tout va bien. Pourquoi? Les non-juifs nous aident. Les non-juifs participent à leur manière, plus d'antisémitisme, ils travaillent, etc. Mais est-ce qu'un non-juif va avoir une expérience de Géoula? Pas nécessairement. Parce que Rabbi, non. Rabbi nous dit, si on parle de Géoula, une Géoula qui est métite Vashlema, c'est que on va vraiment révéler
l'aspect de Géoula dans le monde entier. L'humanité entière va bénéficier de cette Géoula. L'humanité entière, maintenant, va arriver à un état et un stade où ils seront dans une relation avec Hachem. Il y a un débat, est-ce qu'il y a des opinions qui disent que les non-juifs vont devenir juifs, dans le sens ils vont faire le mitzvot, etc., dans le sens ils auront cette relation avec Hachem. Bien sûr, les juifs deviendront une manière plus élevée. Mais le point étant que même un non-juif aura une relation avec Hachem qui est différente que ce qui se passe pendant la période de la Galoute. La Géoula, ce n'est pas juste une Géoula pour le peuple juif qui va avoir un impact bénéfique sur le monde entier. Non, c'est la Géoula du monde entier, à tous les niveaux. Le monde entier va être transformé par l'expérience de la Géoula. Et quand on parle de Géoula Mété de Vachlema, ça veut dire ça. Ça veut dire que chaque être humain à travers le monde va avoir une relation avec Hachem. Et donc, c'est le point qu'on nous dit que non, les goïms vont exister aussi. Ils ne vont pas perdre leur identité. Ils seront au service du peuple juif. Ils ne vont pas dire juste comme des esclaves, dans le sens où ils vont subir la Géoula. Non, non, non. En tant qu'être humain, en tant que personne, ils vont être là et ils vont comprendre, avoir un lien avec Hachem. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, j'ai ramené le Rambam. Mais pour continuer le Rambam, vers la fin, le 30 secondes, je cherche le texte. Ok, partager l'écran un instant pour mettre les mots du Rambam, parce que c'est important de voir ça dans le texte aussi, que le Rambam nous dit le monde entier, le business, si on peut dire, du monde entier, la date est Hashem Milvad, va être de connaître Hashem. Donc, ce n'est pas juste les Juifs qui vont connaître Hashem, c'est le monde entier. Le monde entier va connaître. Et, et c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre qu'il s'agit que la Géoula, c'est quelque chose qui va impacter le monde entier, de manière positive, c'est-à-dire. Le monde entier va bénéficier de cette Géoula. Et dans le positif, je disais dans le positif, parce que des fois les gens ont peur de ça avec l'époque de Mashiach, etc. Et on raconte cette histoire qu'il y avait dans le village, dans le shtetl, il y avait un couple qui est d'un certain âge, qui avait travaillé pendant de longues années pour pouvoir économiser quelques centimes chaque mois, etc. Et après de longues années, ils ont pu avoir assez de capital pour pouvoir s'acheter une petite ferme. Ils ont finalement leur petite ferme à eux. Et bon, ils disent, au moins dans la retraite, on aura quelque chose à nous, etc. Et un jour, monsieur va à la choule, et il y avait un maguide, il y avait quelqu'un qui faisait des conférences, qui passait dans le village, et il a donné une conférence, donc le monsieur est parti écouter la conférence, et il revient chez lui à la maison, il est blanc comme un linge, il est pas bien. Sa femme le voit, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, allez dire, ne me demande même pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu sais, ce rabbin qui passait, le maguide, il est passé. Il dit, oui, oui. Et alors, il a parlé de Mashiach. Je dis, ok. Tout le monde parle de Mashiach. Il a dit, oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, Mashiach va venir. On va tous partir en Israël. Et après tellement d'années, on a investi, on a travaillé tellement dur pour pouvoir s'acheter cette ferme. Et maintenant, on va tout laisser derrière, on doit tout abandonner et partir en Israël. Et quelle horreur. Toutes nos économies vont partir à la poubelle. Toutes ces années de travail pour rien. Sa femme lui dit, ne t'inquiète pas, mon ami. T'inquiète pas. Tu sais, Hachem, on était esclaves chez Paro. Hachem nous a sauvés de Paro. Ensuite, il y a eu Nebuchadnezzar, le Nabucodonosor. Hachem nous a sauvés de Nabucodonosor. Et après, il y a eu Aman qui a voulu nous tuer. Hachem nous a sauvés d'Aman. À travers toutes les générations, Hachem a toujours été là pour nous sauver. T'inquiète pas, il va nous sauver de Mashiach aussi. Bon, il y a cette vision de beaucoup de gens qui ont peur de l'avenir du Mashiach. Le Mashiach va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, tous mes investissements, toutes mes propriétés, le travail que j'ai investi, je viens de construire un business, ma famille, on s'inquiète. Il faut savoir que Mashiach, ça va être que du positif. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Tout va être bien. Et ça inclut l'humanité entière.
Il n'y a rien qui peut être mis à l'extérieur de l'avenue de Mashiach. Parce que s'il y a quelque chose qui ne fait pas, qui ne participe pas, qui ne profite pas de l'avenue du Mashiach, c'est que la Géoula n'est pas encore là. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Donc clairement, si on parle de la vraie Géoula, c'est que ça implique l'humanité en entière. Ça implique le monde entier, pas juste l'humanité. Le monde entier. Le monde entier va être transformé. On a parlé des pierres qui vont reconnaître Hachem, qui vont parler des arbres, des animaux, on en a parlé tout à l'heure, des animaux qui vont vivre de manière différente. Le loup et l'agneau, etc. L'humanité entière va être transformée par cette expérience de la Géoula. Donc, et encore une fois, si le monde entier n'est pas transformé, c'est qu'il manque quelque chose dans la Géoula. Donc, ça ne peut pas être possible. Si on parle de Géoula, on parle de Mashiach, c'est que le monde entier va être transformé de manière positive, impacté de manière positive. Et donc ça, c'est les opinions qui nous disent qu'à l'époque de Mashiach, il y aura des non-juifs, oui, parce qu'en tant qu'être individu, en tant qu'être humain, ils vont avoir leur place. Et ils vont aussi participer à la Géoula. Parce qu'eux aussi vont reconnaître l'existence d'Hachem. Donc ce n'est pas juste parce qu'ils vont participer, ils vont être contents pour le peuple juif. Eux-mêmes auront leur Géoula, eux-mêmes auront leur moment de reconnaître Hachem, et qui va amener tout ça au peuple juif, à cette relation avec Hachem. Le peuple juif sera encore une madriga encore plus élevée. Le peuple juif sera une madriga où on reconnaîtra qu'on ne fait qu'un avec Hachem. Donc notre Géoula à nous, c'est pas juste qu'on peut servir Hachem, qu'on va servir Hachem. C'est qu'on va se rendre compte qu'il n'y a rien d'autre qui existe dans le monde à part Hachem, et que nous sommes une partie d'Hachem ici sur terre. Chelek Elokam Emal Mamash. On est la révélation d'Hachem ici sur terre. Donc, que des bonnes choses, on a une semaine de Mashiach, une semaine on vit avec les dimanches un peu moins, le premier jour de la semaine, on crée le contexte de l'histoire, mais la paracha de Balak, c'est la paracha de Mashiach. Donc, Bezrat Hashem, jeudi, vendredi, c'est Yud Bet Tammuz, Yud Gimel Tammuz, la Géoula du rabbi précédent, quand il était arrêté par le Russie soviétique. Il a été libéré le 12 Tammuz, les papiers ont été signés le 13 Tammuz. Donc, on a des journées pas très particulières, Baruch Hashem devant nous, et qu'on puisse profiter de cette Géoula, la même manière que le rabbi précédent a eu cette Géoula. Quand un rabbi a une Géoula, c'est le peuple juif en entier qui a cette Géoula. Donc, dans ce cas-là, qu'on va tous partir de cette Géoula, et une Géoula métier de Vashlema avec l'année du Mashiach, le Karo Mamash. Amen. Amen.